TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. C'est toujours un plaisir de vous informer sur TPT+, mesdames et messieurs. Bienvenue au journal dont voici le titre. Le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Kouliné-Makosso a procédé hier jeudi 5 décembre au lancement officiel du site du château d'eau du plateau de 15 ans à Brazzaville. Chris Mburu, reçu en audience par le président du Parlement congolais, le coordonnateur du système des Nations Unies salue la coopération avec le Parlement. Invité du journal, M. Marcel Kaposa, il est le responsable secteur zone nord de Canal Plus Pointe-Noire. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Avec vous, nous allons parler de la promotion Chaque jour est une fête. À tout à l'heure. Voilà tout pour les titres. À présent, les détails. Ouvrons ce journal par cette dépêche. À l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a quitté Brazzaville ce vendredi 6 décembre 2024 pour Paris. Dans la capitale française, le chef de l'État prendra part à la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Je l'ai dit dans les titres, donner à la population du plateau de 15 ans et ses environs une eau potable régulière, c'est la vision de l'État congolais, s'il vous plaît, qui, à travers le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Kouliné-Makosso, a procédé hier jeudi 5 décembre 2024 au lancement officiel de la station eau pratique du château d'eau situé au boulevard Alfred Raoul. Reportage Joël Vissirache et Modeste Ololo de TPT+ au Brazzaville. Dans son message adressé à la nation le 28 novembre 2024, à l'occasion de la célébration de la journée de la République, le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, avait instruit le Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso à démarrer le projet de station eau pratique dont le prototype venait d'être installé sur le site du château d'eau du boulevard Alfred Raoul en vue de dépouiller la lancinante question de la desserte en eau potable du quartier Plateau des 15 ans. L'eau étant la vie. Dans l'entretemps et sur mes instructions, le gouvernement a, pour ce qui est de Brazzaville, démarré le projet Station eau pratique, dont un prototype vient d'être installé sur le site du château d'eau du boulevard Alfred Raoul, en vue de résorber la lancinante question de la desserte en eau potable du quartier Plateau des 15 ans. Ce système autonome, qui vise à apporter une réponse à la fourniture en eau potable dans une zone bien circonscrite, possédant un réseau de distribution, s'étendra dans d'autres arrondissements de Brazzaville et de Pointe-Noire. Après quelques jours seulement, le Premier ministre a donc poursuivi avec immédiat les orientations du chef de l'État Denis Sassou Nguesso avec son gouvernement pour mettre les paroles en acte en procédant au lancement officiel de la station du château d'eau du plateau des 15 ans et ses environs. Tel qu'il a été rappelé par son Excellence Monsieur le Président de la République dans son message sur l'état de la nation, ce sont des stations eau pratiques. Stations eau pratiques, ce sont donc des stations d'appoint en vue du traitement des eaux souterraines. Et pourquoi c'est pratique? Et c'est ce qui pourrait garantir justement la pérennité. C'est parce qu'il vous souviendra, et nous l'avons déjà dit à une occasion, que les difficultés d'approvisionnement en eau potable sont consécutives à l'instabilité de la fourniture d'électricité. Lorsque l'électricité n'est pas stable, n'est pas continue, il y a des difficultés d'approvisionnement des châteaux d'eau, par exemple. Alors, à quoi penser Monsieur le Président de la République? Il s'agit
dans des périodes de perturbation, par exemple, que les populations ne puissent pas manquer de l'eau. Et on met donc des stations d'appoint dans les quartiers pour permettre à ce que nous puissions disposer de l'eau en permanence à mettre à la disposition des ménages. C'est en cela que ce sont des stations d'eau pratiques parce que, quelles que soient les circonstances, qu'il y ait de l'eau fournie par notre système traditionnel d'approvisionnement ou pas, les quartiers qui étaient dépourvus d'eau pourront en permanence être alimentés. Cette station fera de sorte que la population de ce quartier puisse bénéficier d'un accès régulier en eau potable. Notons que ces forages industriels F1 et F2 du projet de station d'eau pratique a une capacité de production de 40 000 litres d'eau par heure. Invité du journal, M. Marcel Kaposa. Il est responsable secteur zone nord de Canal+ à Pointe-Noire. Bienvenue sur notre plateau du journal. Merci, monsieur. Allez, avec vous, nous allons parler de la promotion. Chaque jour est une fête. Qu'en est-il exactement de cette promotion, monsieur Marcel? Comme vous le savez, chez nous, chez Canal, chaque jour c'est une fête. Et aujourd'hui, nous avons des bonnes nouvelles annoncées à l'intention de nos abonnés. Quelles sont ces bonnes nouvelles, monsieur Les Marcel? bonnes nouvelles, c'est qu'aujourd'hui, là, lorsque vous renouvelez votre abonnement que vous avez, vous bénéficiez de 30 jours de tout Canal. Un abonnement de 44 000 francs exactement. Okay. Imaginez que vous avez un abonnement de 5 500. Okay. Et comme on vous dit, lorsque vous renouvelez votre abonnement là, vous bénéficiez de 30 jours de tout Canal qui coûte pratiquement 44 000. Ok. Alors finalement, quelle est la mécanique de l'offre? La mécanique, c'est simplement que l'abonné doit renouveler seulement son abonnement. Pour tous les anciens abonnés, il suffit d'aller dans un point de vente de Canal+ ou acheter par Momo ou RTL. Il peut acheter, après du coup automatiquement il a les 30 jours. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour les abonnés et aussi les non-abonnés? Qu'est-ce qui est prévu par rapport à cette offre que... Comme j'étais en train de dire, pour tous les anciens abonnés, ils ont 30 jours sur tout Canal. Et pour les gens qui ne sont pas encore abonnés, ils ont les décodeurs Canal+ à 1000 francs CFA, tout court. Il y a ceux qui ont été coupés il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Est-ce qu'ils vont bénéficier de la même offre? En tout cas, ils vont bénéficier, peu importe le moment où tu ne t'es plus réabonné. Aujourd'hui, avec votre dernière formule, si vous achetez l'abonnement, vous avez tout Canal pendant 30 jours. Et la durée de la promotion? La durée de la promotion, ça a déjà commencé. Beaucoup de gens ont déjà bénéficié de ça. Ça a commencé depuis le 14 novembre. Ça va finir au 31 décembre. Et nous insistons sur le fait que l'abonné a la possibilité de bénéficier de ça 2 fois pendant le mois. Donc un abonné qui se réabonne aujourd'hui, par exemple, il peut, après quelques jours ou même quelques jours, quelques semaines, 2 semaines, quand il se réabonne de nouveau, il aura encore tout Canal pour la deuxième fois. Donc ça peut arriver jusqu'en janvier 2025. Oui, exactement. Ok. Alors, pour d'autres informations, est-ce que vous avez des contacts, des points de contact où les abonnés peuvent venir? Oui, en tout cas, nous avons des points de vente qui sont éparpillés sur l'ensemble de la ville. L'abonné a le choix d'aller dans un point de vente Canal+ ou dans un point de recharge, ou il peut même, pour ne pas se déplacer, se réabonner sur Momo ou sur RTL sans problème. Alors, un message à l'endroit des abonnés Canal+ et peut-être des futurs abonnés qui vous suivent en ce moment. Oui, effectivement, nous avons des meilleurs à vous proposer. Nous avons pas mal de promotions. Il y a Ike qui est là, qui est aimé par nos abonnés. Il y a 4 mariages pour une ligne de miel. Il y a des matchs de foot, Ligue des Champions que nos abonnés peuvent suivre sans problème. Il suffit de se réabonner, renouveler votre abonnement ou acheter un kit complet. Vous bénéficiez de toutes ces offres-là. En tout cas, monsieur Marcel Kaposa, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci, c'est un plaisir, monsieur. Voilà, alors je vous rappelle que monsieur Kaposa, il est responsable du secteur zone nord de Canal+, ici à Pointe-Noire. Voilà, poursuivons notre journal. Monsieur Chris Mbourou, coordonnateur résident des agences des Nations Unies, a été reçu en audience tour à tour par Pierre Ngolo, président du Sénat, et Isidore Vouba, président de l'Assemblée nationale. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets de coopération entre le Congo et les Nations Unies. Plus d'informations dans ce reportage. Avant de quitter le Congo, le coordinateur des systèmes des Nations Unies,
Chris Mburu s'est rendu au Parlement. Reçu par le président du Sénat, Pierre Ngolo, le fonctionnaire onusien a salué le pragmatisme du président du Sénat et le travail effectué avec la Chambre haute du Parlement son mandat. C'est avec beaucoup d'appréciation du travail qu'on a fait ensemble avec le Sénat, le Parlement, qui suis venu dire au revoir au président. On a évoqué le travail qu'on a fait ensemble pendant mon mandat. On a eu beaucoup d'opportunités de travailler sur le développement du pays. Donc on a évoqué par exemple le soutien des Nations Unies et les autres partenaires avec la mise en œuvre du PND, le Programme national de Plan national de développement. Et j'ai félicité le gouvernement d'avoir été très clair avec ses priorités. Et de deux, le coordinateur sortant du système des Nations Unies au Congo est revenu sur le cadre de coopération entre l'institution et l'Assemblée nationale lors de son entrevue d'adieu que le président de l'Assemblée nationale lui a accordé. On a évoqué aussi le cadre de développement des Nations Unies et aussi le plan national de développement. Et j'ai félicité le président de l'Assemblée nationale pour l'appui qu'il a eu aux institutions. Je l'ai félicité d'avoir assuré la paix parce que si on n'a pas la paix, on ne peut pas aller le développement. On a discuté combien il est important d'encadrer la jeunesse, de créer des programmes qui vont soutenir l'encadrement de la jeunesse. Dans le PND, on a beaucoup d'axes qui montrent comment on pourrait impliquer la jeunesse. Par exemple, dans l'agriculture, dans le tourisme, c'est très important que les élus continuent à soutenir la jeunesse. Chris Mburu, faisant le bilan de son action au Congo, a rappelé que son institution a réalisé des sessions de formation au profit du Parlement du Congo. Réunis en séance plénière sous la houlette du président du Sénat, Pierre Ngolo, les sénateurs ont adopté sans amendement la ratification de l'accord entre la République du Congo et la République algérienne démocratique et populaire dans le domaine sanitaire et vétérinaire. Les éclaircissements dans ce reportage. Sous l'autorité du président du Sénat, Pierre Ngolo, cette séance plénière a permis aux sénateurs d'examiner et d'adopter sans amendement le projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la République du Congo et la République algérienne démocratique et populaire dans le domaine sanitaire, vétérinaire, défendu par le ministre Paul Valentin Ngolo en charge de l'agriculture. Cet accord vise entre autres à renforcer l'assistance technique entre les laboratoires des services vétérinaires des deux pays. Nous parlons toujours du fait que notre pays importe essentiellement des produits d'origine carnée, des produits d'élevage. Mais si nous voulons réduire nos importations en matière de viande, de poissons, etc., il nous faut renforcer nos compétences en matière de santé animale. Il s'avère que tout le monde a compris que l'Algérie, avec son grand potentiel en termes vétérinaires, en termes de laboratoire, de diagnostic, voire même ils produisent des médicaments, des vaccins, tout le monde a compris que c'est un partenaire important pour nous permettre justement de réduire ces importations. Donc, voir que tout le monde a compris l'intérêt qu'on a un vote à 100%, ça peut être une satisfaction pour le ministère. Ce partenariat technique constitue une avancée stratégique pour améliorer la santé animale, soutenir l'agriculture et garantir la sécurité alimentaire dans les deux pays, a laissé entendre le ministre Paul Valentin Ngolo. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a lancé la campagne électorale partielle dans les circonscriptions électorales de Massi Manimba et Yakoma pour le scrutin du 15 décembre 2024. Commentaire, Eric Doumangoy et Modeste Ololo de TPT Plus Brazzaville.
Une partie de la République démocratique du Congo votera le dimanche 15 décembre 2024 les députés nationaux et provinciaux. Il s'agit des circonscriptions électorales de Masimanimba dans la province du Kwilu et Yakoma dans le sud Ubangi. À 2 semaines seulement, les candidats s'activent à convaincre la population pour le bon choix d'avoir l'esprit sportif et rien ne soit manipulé par les politiciens. Pour l'instant, les préparatifs de ces élections législatives partielles se passent bien. Au regard de la manière dont ces préparatifs évoluent à Masimanimba, le ministre honoraire de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, a lancé un méga meeting le week-end dernier dans son fief du secteur Mosango, à 400 km de la ville de Kinshasa. Un seul message, votez utile, votez pour la paix, non aux violences faites à la femme. Pour le ministre honoraire Antoinette Kipoulou, candidat dans la circonscription de Masimanimba, tout Congolais doit se pencher derrière les actions du président Félix Tshisekedi et rassure à la population de la tenue en date du 15 décembre les scrutins transparents. Antoinette Kipoulou, communément appelée Manto pour les uns, Maman Solution pour les autres, fait face aux autres candidats poids lourds de Masimanimba. En République démocratique du Congo, les élections législatives et présidentielles étaient fixées au 20 décembre 2023, mais annulées par la Commission électorale nationale indépendante dans les 2 circonscriptions de Masimanimba et de Yakoma suite aux actes de violence, vandalisme, corruption, fraude et autres irrégularités. Le président Joe Biden a terminé le mercredi dernier sa visite en Angola. Il s'est rendu au poste de Lobito, le terminal maritime d'un corridor de redéveloppement ferroviaire soutenu par les États-Unis. Le président Biden a rencontré des travailleurs et s'est entretenu avec des dirigeants sur ce qu'il a appelé le plus grand investissement américain dans un projet ferroviaire en dehors de l'Amérique. Suivez. Voici ce qu'a constaté le président Joe Biden qui s'est rendu au port de Lobito dans l'ouest de l'Angola. Lorsque j'ai lancé ce projet avec nos partenaires du G7 l'année dernière, j'ai dit que notre objectif était de construire un avenir meilleur. Mes amis, l'avenir est là. C'est maintenant. L'avenir est là. Biden a clôturé sa première et unique visite présidentielle en Afrique en se rendant au port angolais de Lobito, terminus d'une ligne de chemin de fer de 1300 km financée par les États-Unis. Les États-Unis ont investi environ 4 milliards de dollars pour remettre en état les voies ferrées délabrées qui partent de la Zambie, riche en cuivre, traversent le Congo, riche en minerais, et aboutissent au port. Le système permettra de passer d'un trajet routier de 45 jours à un trajet ferroviaire de seulement 48 heures. Biden a annoncé que les États-Unis investiraient 600 millions de dollars supplémentaires pour moderniser le rail, développer le corridor et l'agriculture. Bien que ce projet soit modeste par rapport à l'initiative chinoise Belt and Road, le président américain a souligné que son pays cherche à établir un véritable partenariat avec les pays africains. Les États-Unis comprennent que la manière dont nous investissons en Afrique est tout aussi importante que le montant de nos investissements en Afrique. Les chefs d'État de la région ont rencontré Biden pour vanter les mérites du projet et tracer la voie à suivre. Il s'agira d'un pilier du développement économique qui permettra aux petites et moyennes entreprises de participer à la chaîne de valeur commerciale, principalement dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et de l'exploitation minière, afin d'accroître le commerce et la croissance économique de la région de la SADC et de la région de l'Afrique de l'Est. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Les analystes soutiennent qu'il ne s'agit pas d'une œuvre de charité. Du point de vue des États-Unis et de l'Union européenne, c'est comme si nous n'avions pas accès aux minerais essentiels à l'économie verte. Nous resterons à la traîne en termes d'écologisation de l'économie mondiale. Un haut responsable spécialiste de l'agriculture en Angola a déclaré à la VOA que son pays espère profiter de ce coup de pouce pour exporter un jour des produits de plus grande valeur en franchise de droit vers les États-Unis dans le cadre de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, AGOA.
Nous sommes aussi très attachés à la promotion de la production interne qui répond efficacement à notre besoin de nourrir notre population et nous permet d'évoluer efficacement vers des opportunités telles que l'AGOA. Il s'agit là d'un avenir attrayant dont Joe Biden espère qu'il lui survivra. Débutée par une marche, l'opération planting d'arbres de l'espace France volontaire s'est tenue hier 5 décembre 2024 au rond-point de la Corniche dans l'optique de lutter contre les érosions dans le cadre de la journée internationale du volontariat. Reportage Michel Opakwele et Modeste Ololo de TPT+ Brazzaville. Nous avons voulu contribuer justement à lutter contre l'érosion côtière au niveau de la Corniche. Donc c'est ce qui explique aujourd'hui l'engouement de tous ces jeunes qui viennent planter cette partie sensible et contribuer justement à stabiliser le sol. Et donc vous savez qu'il est super important qu'on puisse avoir des arbres, non seulement pour lutter contre tout ce qui concerne la désertification, mais aussi pour développer en tout cas l'esprit de préservation de la forêt qui prévaut depuis très longtemps au Congo. Et aujourd'hui, ce n'est même pas un acte simplement qui se limite au Congo, mais c'est une œuvre utile à l'humanité. Dans le cadre du changement climatique, planter un arbre constitue un geste universel qui contribue à sauver l'humanité du réchauffement climatique avec toutes ses conséquences qu'on connaît. Les jeunes sont l'avenir du pays, ils sont l'avenir de la planète et aujourd'hui un jeune qui plante un arbre, en fait il ne fait pas que planter un arbre, mais il fait un geste pour préserver son avenir, il fait un geste pour préserver l'humanité des conséquences du réchauffement climatique. Et donc, pour nous, il était fondamental d'associer cette catégorie de la jeunesse. Et comme vous le savez, elle constitue la majeure partie de la population congolaise. Et nous sommes réjouis vraiment de la mobilisation de ces jeunes depuis le matin. Ils sont là justement pour contribuer à cette œuvre d'intérêt général, non seulement pour le Congo, mais aussi pour l'humanité. À l'occasion du Forestier 3, nous avons prévu planter les arbres car c'est un festival dont nous formons plusieurs jeunes avec des métiers liés à la forêt. Et on avait prévu planter le 6 novembre, mais le 6 novembre, nous n'avons pas pu le faire parce que nous étions invités par les autorités pour planter avec les autorités à l'esplanade du pavillon présentiel. Et nous avons reporté notre activité pour venir ici planter près de 500 arbres sur différents types pour lutter contre les érosions sur ce site et pour préserver notre corniche. En Afrique, le FIDA, le Fonds international de développement agricole des Nations Unies, appelle à des investissements urgents pour donner aux petits agriculteurs les moyens de lutter contre la dégradation des sols et la désertification. Cet appel est lancé à l'occasion de la COP 16, la 16e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui se tient cette semaine à Riyad, en Arabie Saoudite. Suivez. La récente sécheresse en Afrique de l'Est et en Afrique du Nord a été la pire depuis plus de 40 ans. Le Sahel, qui retient le Sahara du Nord, s'est déplacé de 200 km vers le sud au cours des 3 dernières décennies. Cette année, le Zimbabwe a connu la pire sécheresse de son histoire, ce qui a contraint le président Emmerson Mnangagwa à déclarer l'état de catastrophe dans tout le pays.
Les pluies diminuent à l'heure où nous parlons, la sécheresse sévit. Cette année, les gens n'ont rien pu récolter. Il y a donc de grands changements et les pluies ne viennent plus au moment prévu. Les saisons ont changé. Le fait de disposer d'un système d'irrigation nous aide beaucoup parce que, premièrement, nous pouvons cultiver tout au long de l'année. Deuxièmement, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu de pluie cette année, mais nous sommes toujours en mesure de cultiver. Il est donc important pour nous d'avoir toujours de l'eau. En raison de faibles précipitations dans de nombreux pays, au moins 40% des agriculteurs ont vu leur récolte complètement détruite par la sécheresse induite par El Niño cette année. Face à cette situation, le président du FIDA, Alvaro Lario, est à Riyad pour défendre les intérêts des petits agriculteurs et producteurs. Les 500 millions de petites exploitations agricoles sont l'épine dorsale de nos systèmes alimentaires mondiaux et ce sont elles qui portent le fardeau du changement climatique. Elles sont les plus vulnérables et les moins privilégiées. Il est indispensable d'investir dans ces exploitations. Lors de la COP16, le FIDA entend insister sur les conséquences du manque d'investissement dans la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté et le renforcement de la stabilité. Le FIDA estime que la production alimentaire des petits exploitants est essentielle à la stabilité économique dans de nombreux pays en développement où l'agriculture est le moteur du PIB. Si rien n'est fait, alerte le FIDA, la dégradation des sols et le changement climatique pourraient contraindre jusqu'à 700 millions de personnes à migrer d'ici à 2050. La crise bénino-nigérienne, un coup dur pour la ville de Parakou. Parakou, troisième ville du Bénin, située dans le nord du pays, est un passage obligé pour les marchandises et voyageurs en destination du Niger. Malanville, la frontière et principal point de passage entre les deux pays, est à 320 km. Mais les effets de la fermeture de frontières se font sentir. Suivez. J'ai resté à la maison pendant au moins 10 mois. C'est le calvaire que vivent les chauffeurs routiers de la partie septentrionale du Bénin. Même son de cloche au niveau de l'association des conducteurs, cette fermeture crée des situations difficiles à gérer au quotidien et les transporteurs ne s'attendaient pas à vivre pareil calvaire. 90% des conducteurs sont à la maison depuis un an. Il y a même d'autres conducteurs que les enfants n'ont même pas pu aller à l'école à cause de la fermeture de la frontière. Parakou, c'est aussi un carrefour névralgique pour les compagnies de bus transportant des passagers entre les deux pays. Avec la fermeture de cette frontière, impossible pour les bus de rallier la rive nord du fleuve Niger, servant de frontière naturelle entre les deux pays. Les solutions proposées aux passagers sont périlleuses et parfois dangereuses. La stratégie, c'est que, par exemple, si un passager prend un bus pour le Niger, pour une des villes du Niger, donc arrivé à Malanville, les passagers sont obligés de prendre un ZEM, profitant de la fermeture des frontières. Il sait qu'il n'y a pas d'autre solution. Celui qui va amener les passagers à la rive, donc ils vont leur faire un prix exorbitant pour l'amener à la rive. Les voyageurs, victimes collatérales de cette tension politique entre les deux pays, s'adaptent comme ils peuvent, faisant appel au système D, solution obligatoire pour rejoindre la famille sur l'une ou l'autre rive, ou encore pour faire ses affaires. Donc c'est arrivé au niveau du fleuve qu'il y a des problèmes. Il y a d'abord les policiers qui sont là et puis on vous fouille. D'abord on vérifie les pièces. Si tu es étranger, donc ils vont fouiller presque tout ce que tu as. Au grand marché de Parakou, au marché Arzeke, les commerçants faisant la navette entre les deux pays ne cachent pas leur peine. La fermeture de la frontière a un impact négatif sur les activités commerciales. Les prix augmentent, les circuits d'approvisionnement sont de plus en plus compliqués aux grandes dames des commerçantes qui ne savent plus à quel sein se vouer. Vraiment, c'est un peu difficile pour nous. Et depuis qu'ils ont fermé la frontière, c'est un peu difficile pour nous de trouver la marchandise. Qu'ils soient transporteurs, commerçantes, voyageurs, artisans, l'unanimité se fait autour d'un seul point, que les deux chefs d'État s'entendent pour rouvrir les frontières pour le bonheur des populations. Ce que nous demandons maintenant
au président, c'est de regarder et faire avec nous pour qu'on ouvre la frontière. Nous espérons l'ouverture de la frontière. Du côté des autorités, si l'on n'a pas souhaité réagir, l'assurance est donnée que des négociations avancées sont en cours. La nomination par le Niger d'un nouvel ambassadeur au Bénin il y a quelques jours est perçue comme le signe avant-coureur d'une décrispation de la situation avec au bout, on l'espère, la réouverture prochaine des frontières. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin notre journal. Merci d'avoir choisi TPT Plus pour vous informer. Réalisation technique que vint le différent. Notons que le bonheur est souvent la seule chose que l'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert, disait Voltaire. La paix, toujours la paix chez vous. Au revoir.